Bonjour à tous et bienvenue dans ce 33e numéro de Paleo World. Et il n'y a pas d'oiseau. C'est bien, hein. Non, aujourd'hui je voulais vous parler requin, hein, parce que comme on est en vacances, comme on est en été, j'imagine que vous allez vous baigner, j'avais envie de vous pourrir vos vacances en mode dans de la mer. C'est moi ça, je suis comme ça. Non, je voulais juste vous rappeler qu'il existe potentiellement des bestioles qui, au fond des océans, sont capables de vous bouffer une jambe d'une seule bouchée. Bon, maintenant que ça c'est fait, je voudrais d'abord éclaircir un point. Tous les animaux qu'on va voir aujourd'hui ne sont pas des requins. Donc on va d'abord envoyer le générique et je vous explique tout ça tout de suite après. Afin de voir l'évolution des requins, on va devoir s'intéresser à tous les élasmobranches, ce qui inclut donc les batomorphes ou ragomorphes, ou plus connus sous le nom de raies, qui se trouvent tout au milieu de l'arbre phylogénétique. Or, parler de requins pour les élasmobranches qui ont vécu à l'Ordovicien ou au Dévonien, ça revient à dire que les raies sont en fait des requins. Un petit peu difficile pour la compréhension du coup. C'est un peu le même genre de problème qu'on a avec le terme de reptile ou de poisson par exemple, hein. C'est pour ça que vous ne les retrouverez pas beaucoup dans les littératures scientifiques récentes. Donc les néocélaciens, le groupe qui inclut les raies et les requins, les vrais requins je veux dire, sont apparus aux alentours du Permien. Ça date déjà un petit peu, mais il y a plus ancien encore. On va retrouver dès le Silurien des poissons cartilagineux sans dents. Tout de suite, ça pète le mythe du requin. Donc, il y a 420 millions d'années, vivait Elegestolepis, dont le processus de fossilisation n'a donc pu conserver que des écailles. L'apparition de dents chez les poissons cartilagineux va se faire un peu plus tard, et au Dévonien, avec des élasmobranches, donc encore des vrais requins, aux dents plates, broyeuses, pas coupantes. Ceux-ci se nourrissaient de coquillages et très certainement de brachiopodes, un embranchement très présent au Paléozoïque qu'on retrouve toujours à l'heure actuelle, même s'ils ont pris cher. Hein, ils ont pris plusieurs extinctions de masse dans la tronche et du coup, on sent que la prochaine extinction de masse, ils vont pas trop aimer. Bon bref, tout ça pour dire qu'on est encore bien loin du mégalodon avec ses dents de 20 cm. Hein. Les premiers élasmobranches donc ne faisaient pas du tout partie des super prédateurs, ni même des prédateurs, et faisaient même plutôt partie des proies. Ou être mangés, telle est la question. Les seigneurs des mers sont à l'époque les placodermes, les poissons à plaques, et le Dyncle est à l'apogée de sa puissance. Les placodermes sont bien des poissons à plaques, à confondre avec nos poissons actuels, les ostectiens, qui sont des poissons osseux. Le premier élasmobranche à avoir une morphologie proche de nos requins actuels et des dents aux cuspides en pointe est l'Antarctique lambda. Mais encore une fois, dire que cet animal est un requin revient à dire que les raies sont des requins, donc du coup on zappe l'idée. Ce poisson de 40 cm, Pailleton prédateur, a vécu il y a 375 millions d'années et c'est quasiment le plus ancien dont on peut connaître avec certitude l'apparence. Je dis Pailleton prédateur parce qu'en fait il s'agit du plus ancien élasmobranche connu et prédateur. Hein. Les autres avant sont des proies. Cette tendance va se poursuivre à Cladocélac qui est âgé de 370 millions d'années et qui va atteindre la taille honorable de 2 mètres. Un nageur rapide mais pas aussi souple que nos requins actuels. Quant à sa dentition, elle ressemble par bien des points à nos requins-taupes communs. La fin du Dévonien est d'ailleurs marquée par une grande diversification de dentition et des formes chez les élasmobranches. Un des plus intéressants spécimens de ce registre est le Diademodus, un requin, un élasmobranche plutôt, filtreur. Ouais, filtreur, mange du plancton le truc. D'ailleurs, si vous ne le saviez pas, cette niche écologique chez les élasmobranches est toujours occupée par le requin pèlerin. Je vais avaler ton âme. L'âge d'or des élasmobranches va donc arriver entre le Carbonifère et le Permien, entre 360 et 250 millions d'années, avec une très grande diversification des formes, des tailles, des dentitions. À cette époque, la longueur du trait de côte est l'une des plus courtes de l'histoire de la Terre. Pour l'expliquer plus simplement, en fait, il y a quasiment pas de plage. Tous les continents sont regroupés sous le danger, laissant 2 super-océans à nos amis du jour, donc Pantalassa à l'ouest et le Paléothétis à l'est. La plupart des formes de cette époque sont connues grâce au calcaire du Lagerstadt de Perlkirch, pas en Allemagne en fait, dans le Montana, qui a conservé des animaux qui sont fossilisés il y a près de 318 millions d'années. Pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est qu'un Lagerstadt, et ce coup-ci c'est bien un mot allemand par contre,
Ça signifie en fait qu'il s'agit d'un dépôt sédimentaire qui conserve des fossiles avec une qualité exceptionnelle. Et la plupart des animaux de cette époque sont munis de crochets, d'épines, voire même de brosses sur le dos. La fonction de ces appendices reste théorique, même si on imagine que les épines sont bien là pour dissuader les prédateurs. En revanche, il est fort probable que le crochet dorsal du Falcatus falcatus soit utilisé lors de l'accouplement. Si c'est pas pour la prédation, généralement c'est... En effet, la découverte d'une femelle accrochée à l'appendice du mâle laisse à penser qu'il s'agissait en fait du début d'une parade sexuelle. Ça se trouve, ils sont juste morts comme ça. Après, c'est difficile de conclure sur un truc en étant sûr et certain. À cette période, on a aussi pas mal de changements au niveau des groupes, puisque les phébodontes, par exemple, vont être sur le déclin. Donc j'en avais pas trop parlé jusqu'à maintenant, mais en fait, enfin, si j'en avais parlé, mais sans les nommer, les phébodontes vont dominer le début du Paléozoïque, et ce sont les cténacantes qui vont se développer pour devenir des super prédateurs. Des cténacantes, hein. Pas des sélacantes ou des cténacantes, des cténacantes. Les cténacantes sont caractérisés par une espèce de double aileron qui sont en fait des épines, un petit peu la mode à l'époque, mais c'est toujours pas des vrais requins, ce sont des élasmobranches non néocélaciens. Ouais, je disais que les épines c'était un peu la mode à l'époque, c'est parce que les zibodontes ont à peu près la même morphologie. Mais les zibodontes, par contre, ils vont avoir une dentition qui est bien spéciale à ce groupe-là. Et comme je le disais, la mode est aux épines, puisqu'on a aussi les xénacantes qui vont arborer une épine dorsale, par contre ils n'en ont qu'une, et ils vont toujours avoir une forme allongée, un peu comme une anguille, et une très longue nageoire dorsale. Mais arrivé au Permien, ce sont les eugénodontiformes qui mènent la danse, et vous devez certainement en connaître un, l'hélicorpion. Enfin, si vous ne connaissez pas son nom, en tout cas, vous savez à quoi il ressemble. Mais si vous connaissez le terme d'eugénéodontiforme et hélicorpion, c'est que vous savez forcément qu'à la fin du Permien va se produire un des plus grands cataclysmes que la Terre ait connu, puisque 90% des êtres vivants de la planète vont disparaître. C'est la plus grande crise biologique que la Terre ait connue, même si elle ne s'est pas fait en un jour, ça a été plutôt graduel, mais c'est ce qui va permettre de rentrer dans l'ère du Mésozoïque avec ses étages bien connus, le Trias, le Jurassique et le Crétacé, qui vont permettre l'essor des dinosaures, mais je ne vais pas en parler aujourd'hui. Et donc après cette crise du Permien, on va encore trouver des eugénodontiformes et également des xénacantes, mais ceux-ci vont pas dépasser le Trias, ce qui est un petit peu dommage pour des animaux qui ont quand même réussi à surmonter la plus grande crise biologique de la Terre. Surtout en ce qui concerne les eugénodontiformes, qui sont quand même des animaux de grande taille, hein, donc il y a besoin de beaucoup de ressources, donc on dû quand même prendre cher durant la crise du Permien. Mais on a bien sûr les zibodontes qui vont très bien se développer au Mésozoïque avec les zibodontidés et le genre Ibotus, très reconnaissable à sa cuspide centrale très prononcée et ses deux petites cuspides latérales. Et si vous vous souvenez de ce que j'ai dit au début, on a les petits nouveaux, les néocélaciens, donc composés des vrais requins ce coup-ci, et des raies. Ceux-ci vont arriver dès le Permien, mais vont vraiment se développer à partir du début du Jurassique. C'est d'ailleurs à cette époque que vont se mettre en place les familles de néocélaciens qu'on connaît à l'heure actuelle. Et il y a deux genres qui reviennent assez souvent dans le registre fossile, ça va être Squalicorax et Cretoxyrina. Il s'agit de deux grands lamniformes de la fin du Crétacé. On va retrouver Squalicorax dans les faunes du Maroc. Il s'agit d'un requin de 2-3 mètres de long, dont on a l'habitude de retrouver les dents là. Et quant à Cretoxyrina, il faisait quand même 7 mètres et il nageait plutôt du côté de l'Amérique du Nord, et encore, ouais, c'est par là que ça se passe. Et comme vous le savez, la fin du Crétacé est marquée par une autre crise biologique, puisqu'elle va décimer cette fois-ci 75% des êtres vivants, dont les xénacantes, qui avaient survécu jusqu'ici, et les zibodontes. Même les néocélaciens vont être affectés forcément, mais ceux-ci vont survivre et vont pouvoir prospérer dans les océans et mettre en place les faunes actuelles. En fait, j'imagine que j'ai pas grand chose à vous apprendre sur les faunes qui vont arriver après, puisque celles-ci sont quasiment identiques à ce qu'on a à l'heure actuelle. On a quand même quelques exceptions aussi brèves que marquantes, hein. Évidemment citer le nom du mégalodon, mais on peut également citer le cas du Cosmopolitodus, copie conforme de notre Carcharodon carcharias, autrement dit notre requin blanc actuel, dont les plus beaux spécimens se trouvent dans le désert, si je le prononce bien, d'Ocucage, dans la région d'Ica au Pérou, qui préserve non seulement les dents, mais aussi les vertèbres en connexion de cet animal. J'attire l'attention sur ce fait parce qu'il s'agit quand même d'animaux cartilagineux à la base, et trouver encore les vertèbres et en connexion, c'est quand même assez exceptionnel, et c'est donc le second Lagerstadt dont je parle aujourd'hui, donc ça vous fera au moins un mot en plus dans votre vocabulaire.
J'adresse un grand merci à Alain Beneteau qui a bien voulu que j'utilise ces illustrations, comme vous avez pu le voir. Celles-ci sont tirées de requins de la préhistoire à nos jours. Vous trouvez certainement beaucoup plus d'informations là-dedans que j'ai pu en dire aujourd'hui. C'est dans ce livre que vous retrouverez donc tous les dessins d'Alain, mais aussi énormément d'informations dont j'ai pas pu parler aujourd'hui parce que je suis habitué au format court, mais aussi parce que Gilles Cully les explique très bien, donc je vous conseille de vous le procurer si les requins vous intéressent. Merci donc d'avoir regardé l'épisode jusqu'au bout. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à vous abonner évidemment si c'est pas fait. Vous pouvez soutenir l'émission grâce à Utip et Tipeee. On se retrouve tout de suite sur Twitter, Instagram et Facebook. Et pour les autres, je vous dis à la prochaine dans une future vidéo. Ciao.